Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle étape de l'aménagement de Manuka qui consiste à isoler et à poser le sol. Et bien sûr, avant d'effectuer mes perforations, je vais redessiner au sol l'emplacement de tous mes meubles en conformité bien sûr avec le design que j'ai fait en 3D sur SketchUp. J'avais été bien inspiré lors de la mise à blanc du véhicule de conserver le lino qui était posé au sol précédemment. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, il faut aller la voir, elle était vraiment très bien faite. N'hésitez pas à visionner toutes les vidéos qui concernent l'aménagement de Manuka, comme ça vous aurez l'historique de bout en bout de toute l'histoire de Manuka. Je vais maintenant le replacer à l'arrière de Manuka et ça va me permettre de retracer avec du scotch au sol l'emplacement de tous mes meubles. Allez, c'est parti, al trabajo! Bon alors, il est où le cucu? Il est où la tétette? Première étape super importante à prévoir, c'est de régler la longe du siège. Parce que derrière, on va mettre une cloison de séparation fixe et une fois que la cuisine sera posée, il ne sera plus question de reculer le siège. L'inclinaison du siège est importante également, c'est-à-dire qu'on va être en oblique derrière les sièges et je n'ai pas encore décidé si je récupérais cet espace pour stocker des choses par exemple ou si la cloison allait suivre l'inclinaison des sièges, ce qui va permettre de récupérer un petit peu plus de profondeur sur le bas des meubles. Autre chose hyper importante à vérifier au niveau de la norme VASP, c'est que le passage de circulation au niveau du coulissant soit au minimum de 48 cm pour rentrer et sortir du véhicule. Ça y est, je viens de finir de reporter les emplacements des meubles au sol. Venez avec moi, je vous fais visiter. On va rentrer logiquement par la porte coulissante. J'ai bien vérifié qu'on a plus de 60 cm pour la circulation, donc largement suffisant par rapport aux 48 cm qui sont imposés par la norme VASP. Dans le premier espace qu'on va trouver ici sur la droite, j'envisage d'organiser mon caisson étanche pour le gaz. Ensuite, il y aura la distribution d'eau avec le bidon et l'évier. Et ensuite, ce sera toute ma zone électrique, notamment avec la batterie auxiliaire. Tout l'espace central sera disponible pour la circulation. On retrouvera ici ensuite, sur la droite, la banquette qui pourra s'ouvrir pour faire un lit peigne sur toute la largeur. Sur le côté gauche, on aura un meuble qui va contenir la glacière ou le petit frigo. Sur la partie arrière, ici, on trouvera la penderie. Au centre, les toilettes sèches. Et sur la droite, un espace de rangement. Quand on parle d'isoler un van ou un fourgon, l'objectif principal c'est l'isolation thermique. Il ne faut pas oublier accessoirement l'isolation phonique. Quand on dort sur le bord d'une route ou près d'une usine, on aime accessoirement que l'habitacle absorbe un petit peu le bruit extérieur et ça marche dans l'autre sens aussi. On aime bien que les bruits qui sont à l'intérieur de l'habitacle ne se diffusent pas trop vers l'extérieur. Quand on circule, la vibration des tôles éventuellement crée aussi des nuisances sonores à l'intérieur. Pour compenser ce phénomène, il existe des bandes adhésives qu'on vient coller sur les parties importantes de la carrosserie à l'intérieur. Et pour terminer avec l'isolation phonique, heureusement, beaucoup de matériaux font aussi bien l'isolation thermique que phonique. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, comme ça on ne superpose pas les couches. Concernant l'isolation thermique cette fois-ci, eh bien là, il y a plusieurs écoles, y compris une école qui considère que c'est une ineptie d'isoler un fourgon ou un van. C'est tout à fait défendable, parce que dans une maison ou un appartement, on considère qu'une isolation thermique commence à être à peu près viable à partir d'une quinzaine de centimètres d'épaisseur, quel que soit le procédé qu'on utilise. On comprend donc aisément qu'on ne va pas isoler nos fourgons ou nos vannes avec 15 cm d'épaisseur d'isolant. À ce moment-là, on ne pourrait plus circuler dans un van. Il y a aussi des gens qui utilisent leur véhicule que l'été. À ce moment-là, quand il fait chaud, on peut très bien faire baisser la température en ouvrant une fenêtre ou en activant un ventilateur qui se trouverait à l'intérieur d'un lanterneau, par exemple. Pour les personnes qui vivent dans leur véhicule, par contre, la donne est différente. Ou les personnes qui sont des vanlifers occasionnels, mais qui souhaitent pouvoir circuler en hiver, eh bien, on essaie de limiter la casse.
Concernant le choix des isolants, je ne vais sûrement pas me lancer tout de suite dans une présentation technique détaillée de toutes les possibilités. Vous trouverez des sites particulièrement bien documentés sur le sujet. Mon but est simplement ici de vous présenter mes propres choix et pour quelles raisons. Sachant que l'isolant idéal n'existe pas, qui regrouperait à lui seul les meilleures caractéristiques phoniques, thermiques, il existe néanmoins un matériau qui est très utilisé dans l'isolation des vannes et des fourgons, c'est l'Armaflex. C'est un matériau souple, auto-adhésif, de faible épaisseur, léger, et néanmoins c'est pas celui-là que j'ai choisi, et là c'est plutôt pour des raisons philosophiques. En effet, je considère qu'il y a suffisamment de plastique et de matériaux non recyclables dans nos véhicules pour ne pas en rajouter. Quand on peut le faire, et malheureusement c'est pas toujours le cas, mais surtout dans des petits volumes comme ici, il n'y a pas un surcoût qui va être énorme. Je considère que c'est quand même un meilleur geste à faire pour la planète que d'utiliser des matériaux recyclables et qui ne contiennent pas de chimie. Autre petite chose à prendre en compte aussi au niveau de la santé, c'est que certains matériaux diffusent des composants volatiles qui sont plutôt nocifs à l'inhalation. Alors dans le cas de l'isolation, c'est un petit peu moins grave parce que généralement le plancher est habillé, les côtés des véhicules sont habillés aussi. Mais je me poserai la question de ce que je vais mettre pour traiter mes bois, par exemple au niveau des meubles, parce que après c'est des substances qu'on risque de respirer pendant de nombreuses années. Et dernière petite chose qui concerne vraiment mon projet en spécifique, j'ai décidé de vraiment ne pas trop m'agacer sur l'isolation. Parce qu'en fait j'ai un petit véhicule déjà, donc j'ai envie d'avoir un maximum d'espace à l'intérieur et j'ai aussi un toit relevable par lequel je vais avoir d'énormes déperditions thermiques. Il faut également pas oublier qu'un caisson en bois en contreplaqué fait office d'isolant quand il est plaqué contre une cloison. Un tasseau en bois collé sur le plancher ou sur une cloison fait aussi office d'isolant, même si le bois n'est pas le meilleur isolant qui existe. N'oublions pas que l'un des meilleurs isolants qui existent, c'est l'air. Si on veut couper au maximum la création de ponts thermiques au niveau de la carrosserie, il faut absolument que toute la carrosserie soit recouverte d'un isolant, quelle que soit son épaisseur. L'autre souci qu'on va avoir au niveau de nos carrosseries quand on va faire l'isolation, c'est qu'elle a des formes un petit peu diverses et il faut essayer de trouver un matériau qui va se conformer aux différentes formes du véhicule. J'avais envisagé pour ma part de faire du liège projeté. Le liège projeté, c'est une solution assez géniale. Il faut un petit peu de matériel, il faut calfeutrer toutes les zones sur lesquelles on ne veut pas appliquer le produit. Mais en 2 couches, on arrive à vraiment fixer le liège sur des épaisseurs assez fines et assez efficaces. Je n'ai pour ma part pas opté pour cette solution parce que ça nécessite quand même pas mal de matériel et de préparation et également de temps de séchage. L'autre souci, c'est que dans mon cas, certains montants vont rester apparents. Ces montants de carrosserie qui sont recouverts par la peinture d'origine. Et je trouve que quand elles sont recouvertes de liège, cet aspect crème n'est pas forcément très joli et en plus il peut éventuellement se détériorer au fil du temps. Avant de les appliquer, je vous présente donc les produits que j'ai choisis. Le premier, ça va être le panneau en liège expansé de 2 cm d'épaisseur. Ça se présente en plaque d'1 mètre sur 50 cm. C'est fabriqué au Portugal, c'est pas très loin de chez nous. Et au niveau de l'approvisionnement, tous ces produits, ça a été un petit peu compliqué. J'étais obligé de faire quelques kilomètres pour aller dans une boutique spécialisée. Et sur Bordeaux, où je m'approvisionne habituellement, qui est pourtant une grande ville, il y a 2 magasins spécialisés qui ont fermé dans les dernières années. Donc j'ai été obligé de m'expatrier un petit peu dans la campagne pour aller chercher ça. Mais je suis très heureux d'avoir pu trouver ces produits. Ce liège expansé a vraiment des propriétés très intéressantes au niveau thermique, au niveau phonique et au niveau anti-vibratoire également. Je vais donc assembler ces dalles sur le plancher métallique du véhicule qui comporte des alvéoles. Étant donné qu'il est assez rigide, je devrais pouvoir avoir un sol relativement plan sur lequel je viendrai appliquer ensuite une dalle d'OSB d'1 cm d'épaisseur. Pour les zones qui seront éventuellement un petit peu plus difficiles à atteindre, je vais utiliser ce rouleau de liège de couleur un petit peu plus claire cette fois-ci, qui fait lui 2 mm d'épaisseur. Éventuellement, je doublerai les couches si besoin. Pour coller tout ça, et encore une fois le collage, il ne faut pas trop s'agacer parce que tout ça, ça va aller sur le sol, donc ça risque pas de s'envoler. Je vais utiliser de l'Hydrotac, qui est une colle polymère sans solvant. Pour ces éléments-là, j'utiliserai tout simplement un cutter avec une lame neuve et éventuellement ma scie plongeante également. Pour faire passer mes câbles, je me suis procuré une gaine qui fait 16 mm de diamètre, donc un petit peu moins que mes 2 cm de liège. Donc je vais pouvoir faire passer mes gaines ici sans que ça crée une surépaisseur au moment que j'en ai besoin. Et enfin, ce gros paquet qui se trouve là, ça c'est du Biofib.
C'est du chanvre en panneau de 1,25 m de long par 60 cm de large en 45 mm d'épaisseur. J'ai opté pour du chanvre pur plutôt que des matériaux comme le Biofibre Trio ou des matériaux qui contiennent du coton recyclé parce que le coton présente quelques petits soucis de gestion d'humidité alors que le chanvre l'absorbe très bien et la restitue également très bien. J'utiliserai donc ce produit au niveau des renforts et pour faire du bourrage à l'endroit où j'aurai besoin d'avoir une couche d'isolant un petit peu plus importante. Première chose que je vais faire, ça va être d'organiser un certain nombre de tasseaux que je vais coller au sol. En effet, les alvéoles au niveau du sol présentent des discontinuités, donc je vais essayer de les combler avec des tasseaux. Comme ça, quand je vais mettre mes 2 cm de liège expansé sur le dessus, j'espère avoir une surface relativement plane. Deuxième petite chose à gérer, il faudra que je gère le trou qui se trouve à l'opposé du marchepied. Ça correspond à l'espace libre qui est laissé derrière le siège conducteur pour les véhicules qui disposent d'une deuxième porte latérale. Je vais juste faire une petite pause dans mes travaux parce que j'ai besoin de me fabriquer un outil que je n'ai pas encore, qui est une équerre de maçon. Donc je vais vous montrer une petite astuce avec 3 bouts de bois, comment on peut fabriquer une équerre de maçon en utilisant le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore, l'enfer du collégien. J'ai donc mes 3 bouts de bois ici qui sont passés par mon petit combi d'Ego Rabo. Ils font 21 mm d'épaisseur pour que ça ait un petit peu de rigidité et un peu plus d'1 mètre de long. Et j'ai bien vérifié que les champs sont bien dressés et bien rectilignes. Je raccourcis maintenant 2 de mes planches pour qu'elles fassent 1 mètre de long pile poil. Je viens de positionner mes 2 bois à l'équerre. Je vais retracer ici mon 1 mètre. Et je vais recouper mon deuxième bois ici pour avoir une longueur totale de 1 mètre. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ce bon vieux Pythagore? Pythagore, il nous explique que A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est-à-dire que le petit côté au carré plus le deuxième petit côté au carré est égal à la longueur du long côté au carré. Dans notre cas, chacun des petits côtés fait 1 mètre, donc 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Il ne me reste plus qu'à prendre la racine carrée de 2 pour connaître la longueur du grand côté. Et ma petite calculatrice me dit racine carrée de 2 égale 1,41 m. Il ne me reste plus maintenant qu'à visser ici un renfort pour l'assemblage de mes 2 planches, un autre en diagonale ici, et bien vérifier que ma diagonale ici fait 1,41 m et le tour sera joué. Et me voilà en 2-3 mouvements équipé d'une magnifique équerre de maçon. Et ça va me permettre notamment de vérifier quand je vais poser mes meubles dans le van qui sont bien perpendiculaires au sol. Bon, ça c'était la partie plutôt plaisante et la partie ludique, on va dire. Maintenant, j'en ai une autre qui m'attend, qui est un petit peu moins rigolote. Il va falloir que j'identifie mes câbles très précisément et que je les fasse passer dans les goulottes pour tout ce qui a besoin de transiter d'un côté à l'autre du véhicule. Et c'est seulement après ça que je vais pouvoir poser les panneaux de liège. Eh bien ça y est, la pose des câbles est terminée, ainsi que l'isolation des cloisons basses de Manuka. Je vous avouerai que je suis très satisfait que cette partie-là se termine parce qu'elle n'a pas été la plus plaisante, elle a été très fastidieuse. Cette partie-là a lieu sur plusieurs jours, je n'ai pas forcément tout filmé, mais je vous montre le résultat en images.
Voici donc tous les câbles que j'ai fait transiter ici vers ma partie technique, ma partie électrique, qui se trouve derrière le siège conducteur. Pour être bien sûr que les câbles arrivent à l'intérieur du meuble, j'avais refiguré ici avec du scotch le positionnement des différentes cloisons. Comme dans un projet de bâtiment, on essaie toujours de faire en sorte de faire un chemin de câbles, de gainer les câbles qui sont fragiles, les petites sections, et essayer de faire que ça ressemble ici à un petit jardin japonais. J'ai donc des câbles et des gaines qui passent de part et d'autre de véhicule, à gauche et à droite. J'essaye donc ici de vous présenter de manière la plus exhaustive possible l'ensemble des fils et des câbles que j'ai fait passer vers ma zone technique à l'avant du véhicule. Néanmoins, je vous présenterai dans une future vidéo de manière extrêmement détaillée toute la partie électrique ainsi que le plan de câblage. Si on commence par l'arrière du véhicule, j'ai récupéré ici avec une cosse à œillet la masse du véhicule que j'ai fait transiter ici vers ma zone technique à l'intérieur des cloisons. Ça me permettra de relier à la masse différents appareils dont le MPPT et le chargeur convertisseur. Ensuite, à l'endroit où je prévois ici d'installer ma banquette, j'ai fait circuler un câble 3G25 qui va me permettre d'alimenter une prise 220 volts et ici un câble 2 brins en 2,5 mm² qui va me permettre d'alimenter une prise USB. Au-dessus du siège conducteur, j'ai prévu ici 2 fils pour chacun de mes éclairages, une liseuse qui va se trouver au-dessus de la cuisine et le bandeau LED qui va se trouver dans la partie couchage. Le câble blanc qu'on voit ici va permettre d'alimenter une prise USB au niveau du couchage. J'ai également fait transiter le câble photovoltaïque tout le long du véhicule ici pour arriver dans ma zone électrique, ce qui va permettre d'alimenter la batterie à partir des panneaux solaires. De manière symétrique, au-dessus du siège passager, j'ai prévu des arrivées pour l'éclairage, 3 arrivées précisément, une guirlande de LED pour le bas du véhicule, un bandeau LED pour le toit relevable et une petite liseuse qui viendra à droite de la cuisine. Et pour ce bandeau LED qui va éclairer le bas du véhicule, j'ai prévu ici 2 brins qui partent de chaque côté qui vont me permettre d'installer un interrupteur à l'entrée du véhicule. Je laisse pour l'instant ces fils en attente qui vont transiter derrière la façade d'un meuble. À l'arrière du véhicule, j'ai prévu ici de faire passer 2 fils, un noir, un rouge pour l'alimentation de la glacière. Et un peu plus loin ici, à l'arrière du véhicule, j'ai prévu 2 arrivées électriques, une pour alimenter une liseuse et une pour une prise USB. Le câble blanc que l'on voit ici va permettre d'alimenter une prise 220 volts. Y compris à l'intérieur des cloisons du véhicule, j'ai essayé de gainer au maximum pour les protéger les fils les plus fragiles sur les petites sections. Alors maintenant que tous mes câbles sont passés, je vous fais profiter de ma modeste expérience concernant la fourniture en câbles et en fils électriques. Le premier inconvénient qu'on a sur ce type de projet, c'est qu'on a différentes sections de câbles. Donc généralement c'est du 0,75 mm² pour tout ce qui est éclairage. Pour l'USB, on va aller un petit peu au-delà, du 1,5 mm² ou du 2,5 mm². Pour la terre par exemple, c'est du 6 mm². J'ai été particulièrement surpris que dans une grande ville, notamment comme Bordeaux, il n'y ait pas un fournisseur qui soit capable de vous vendre du câble au mètre. Généralement, ce sont toujours des rouleaux de 100 mètres ou, quand vous avez un petit peu plus de chance, des rouleaux de 50 mètres. S'il vous faut juste 6 ou 10 mètres d'une section en particulier, c'est carrément pas envisageable d'acheter un rouleau de câble de 100 mètres qui coûte 70 € hors taxe. Ça, c'est juste pas envisageable. En fait, ça ne les intéresse pas de vendre du câble au mètre. Ils fournissent essentiellement les professionnels qui ont besoin de grandes quantités. Les commandes internet, c'est sûrement très pratique, par contre c'est une véritable foire d'empoigne, notamment au niveau des tarifs. Pour ma part, je ne suis pas très bien organisé, il a fallu que je refasse des nouvelles commandes parce que j'avais mal estimé mes longueurs et à chaque fois je me suis fait assommer avec d'importants frais de port. Petit conseil, essayez bien de lister tous vos besoins par avance sur chacune des sections. Je vous recommande pour ma part un site qui m'a apporté toute satisfaction en termes de qualité des produits, d'emballage, de rapidité de livraison, c'est le Comptoir du câble. Allez-y franchement, je vous le recommande. Et dernière petite chose, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a pas mal de pénuries sur beaucoup de fournitures, notamment les fournitures en câbles et fils électriques. Je me suis donc dépanné quand je le pouvais dans les grandes enseignes du bricolage avec du câble. C'est du câble qui est gainé, qui contient plusieurs brins. Donc là par exemple, j'ai du 0,75 2 brins, gainé noir. Ici du 2G 1,5 gainé blanc. L'avantage, c'est que le câble est déjà gainé, vous n'avez pas besoin de le faire passer à nouveau dans une gaine pour le protéger. Pour assembler mes câbles et faire des chemins de câbles, j'ai utilisé tout simplement des attaches-câbles ou alors du scotch d'électricien. Enfin, dans certains cas, j'ai collé mes gaines et mes câbles avec de la colle polymère qu'on trouve tout simplement dans les grandes enseignes de bricolage. Et j'ai parfois également utilisé des tasseaux en pin pour guider mes câbles et mes gaines.
Bien évidemment, pour se faciliter le câblage final, on identifie très précisément les câbles et les fils avec des scotch. Quand on parle d'isonné, quand on parle d'isonné, il y a beaucoup de matériaux qu'on utilise pour l'isolation thermique. Je vérifie avec une règle de maçon qu'on récupère bien. Le théorème de Pythagore. Oh, quel enfer!